La librairie Ombre Blanche recevait vendredi 25 avril 2025 Gabrielle Massa Tarnez, kinésithérapeute et autrice de romans noirs, parmi lesquels Le goût du rouge à lèvres de ma mère, prix du meilleur polar des lecteurs Point en 2022. Elle y présentait son nouveau roman, Gracier la bête, paru aux éditions Le Masque. Bonne écoute. Oui, parce que voilà, ça marchait pas donc. Oui, non, parce qu'effectivement, moi, je me suis dit, je perçois ça comme un plus grand risque d'écrire un premier roman dans un cadre qui n'est pas celui dans lequel on évolue, alors pas forcément quotidiennement, mais enfin voilà. Donc voilà, pour moi, c'était un choix quand même assez audacieux, aussi parce que justement, on reprend des codes. De choses qui ont été faites depuis tellement d'années qui sont pas les nôtres. Et voilà, c'est ça. Ah oui, mais c'était complètement inconscient, mais au sens littéral. C'est-à-dire que je m'y suis lancée tête baissée sans me poser une seule question. Et c'est une fois que j'ai eu fini que les gens m'ont regardé un peu bizarre en mode t'as vraiment fait ça? Oui. Et c'est en allant me frotter aux éditeurs et tout que j'ai compris que non seulement c'était quand même un peu audacieux, mais qu'en plus c'était pas le meilleur des plans pour relancer une carrière. Mais bon, finalement ça a marché, très bien, mais je le conseillerais pas. J'allais dire c'est très réussi parce que je trouve qu'on se pose pas forcément la question à la lecture, donc c'est que c'est réussi. Les retours que j'ai eus étaient dans ce sens, donc tant mieux. Mais c'est toujours en tant que libraire, ça nous fait toujours un petit peu peur. Normal, normal, voilà. Et alors, pour le coup, là, par pure curiosité, vous avez commencé à l'écrire vers 16-17 ans, pardon, et quand est-ce que vous avez terminé, en tout cas, une version que vous avez envoyée à un éditeur ? Alors, bien plus tard, parce qu'en fait, il y a déjà, comme tous les premiers romans, il y a eu 50 versions, dont beaucoup qui je souhaite que personne ne les lise jamais, surtout. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dessus vraiment comme je pouvais, donc de mes 16-17 ans jusqu'à peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, là, j'ai eu une espèce de blocage sur ma 150e version, de me dire, en fait, laisse tomber, tu vas jamais t'en sortir. Et j'ai écrit, en fait, en très peu de temps, L'Enfant Papillon, qui est un roman jeunesse qui est sorti en 2015. Et donc là, j'avais 23-24 ans quand il est sorti. Il est sorti en 2015, ouais. Et une fois qu'il est sorti, vraiment, je me suis relancée sur la version finale de ce roman-là. Okay. Donc j'ai commencé la version finale en 2016 et je l'ai terminée en 2018. En gros, j'ai mis 2 ans et demi pour l'écrire. Voilà. Donc, bon. Ok. Et alors vos 3 romans, vos 3 polars, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y en a un 4e, donc voilà. Un peu caché. C'est pas parce que c'est de la littérature jeunesse que c'est pas un roman, mais vos 3 romans, vos 3 polars, se passent à chaque fois dans un milieu quand même assez particulier, assez précis. Donc dans le premier, on traîne pas mal dans des milieux de mafia, de proxénètes. Dans le second, on a affaire à du trafic d'œuvres d'art. Et dans le troisième, c'est le milieu de la protection de l'enfance. Comment est-ce que vous choisissez ? Est-ce que c'est le point de départ de vos romans ? Comment est-ce que vous choisissez ça ? Comment est-ce que vous construisez tout ce contexte-là ? Alors, c'est jamais strictement le point de départ. Moi, le point de départ, c'est toujours le personnage, en fait. Okay. C'est-à-dire que mes romans, je pense, sont portés de A à Z par la trajectoire du personnage principal, et donc c'est toujours lui qui va m'habiter en premier et qui va me pousser à prendre la plume. Et effectivement, assez rapidement, ensuite, je vais le mettre dans son milieu naturel. Et effectivement, le choix de la reine, en fait. Alors, sur mes 2 premiers, c'était vraiment un intérêt, je dirais, presque clinique. Je suis assez fascinée par les milieux interlopes. Je trouve qu'il y a, ça implique plein de questionnements intéressants sur le développement des personnages, sur l'aspect moral ou pas, d'ailleurs, des personnages, et sur des questions sociales assez romanesque, en fait, hein. Enfin voilà, les économies parallèles, les trucs comme ça, voilà. Pour Gracier la bête, c'est un peu différent. On est dans le milieu de l'aide sociale à l'enfance et des foyers d'accueil d'urgence,
Et là, pour le coup, c'était plus un engagement vraiment. C'était un engagement de ma part parce que c'est un sujet sur lequel je voulais écrire depuis longtemps, qui me touche. Et pour le coup, quand j'ai commencé à mettre le nez dedans vraiment pour me documenter, j'ai été prise d'une colère noire parce que voilà, c'est un système qui ne fonctionne pas et qui est extrêmement destructeur. Et donc là, pour le coup, c'est devenu une évidence très très vite qu'il fallait que j'écrive quelque chose d'assez engagé en fait là-dessus. Okay. Et alors, pour revenir sur vos personnages, vous faites le choix quand même, ce qui n'est pas toujours évident en polar, c'est même... non, j'allais dire c'est peut-être minoritaire, mais quand même pas. Mais en tout cas, vous faites le choix de ne jamais vous placer du point de vue d'un policier ou d'un détective privé. Alors que j'imagine que ce sont des codes quand même que vous avez connus dans vos lectures. Voilà. Est-ce que vous envisagez de le faire un jour ? Est-ce que c'est totalement proscrit et pourquoi ? Alors, oui, j'envisage de le faire puisque j'ai commencé à le faire pour mon prochain roman, puisque mon prochain roman a pour personnage principal le flic de Gracier la Bête, qui du coup est personnage secondaire dans Gracier la Bête. Mais en fait, ça a été tout un cheminement parce que, autant en tant que lectrice, j'adore l'archétype du flic ou du détective privé, un peu hanté, un peu à moitié camé, à moitié alcoolo et à moitié truand. J'adore cet archétype-là. Et je pense qu'en tant que lecteur de polar, on aime tous cet archétype-là. Mais en tant qu'autrice, j'ai du mal à me projeter dans le personnage du flic, qui est souvent... c'est un personnage avec lequel j'ai plus de mal et j'ai beaucoup plus d'affinité d'autrice avec les truands ou avec les personnages un peu civils, en tout cas, civils, voilà. Donc jusqu'à présent, j'avais du mal, et là encore, c'est comme écrire sur les États-Unis, c'est quand même compliqué d'écrire des polars avec des personnages qui ne sont pas des enquêteurs. Et d'ailleurs, c'est là aussi un frein au niveau éditorial. Moi, j'ai plusieurs éditeurs qui m'ont dit c'est toujours compliqué. On se méfie toujours des bouquins où c'est pas un flic qui enquête parce que c'est souvent casse-gueule. Et en fait, il a vraiment fallu que je m'approprie cet archétype du flic pour pouvoir écrire un roman. C'est ma petite sœur, voilà, elle a voulu arriver discrètement, elle n'y arrivera pas. Voilà, donc il a fallu que je m'approprie. En fait, je voulais pas écrire un flic qui ressemblait à tous les autres flics, parce que c'est vraiment l'écueil pour moi avec ce type de personnage-là, c'est qu'on peut vite arriver avec un personnage qui ressemble à beaucoup d'autres. Et voilà, moi j'ai vraiment besoin d'être en fusion avec mon personnage et donc qu'il soit strictement unique. Donc j'ai besoin de le penser comme strictement unique. Et donc voilà, il m'a fallu 3 polars pour me dire là c'est bon, ça y est, j'ai un personnage de flic qui me ressemble, qui me parle et qui est différent. Et donc c'est bon. Oui, et dont le portrait en plus a été déjà un petit peu éprouvé dans un roman. Donc j'imagine que c'est peut-être un peu plus... disons que je savais déjà en fait... avant d'écrire Gracier la Bête que j'écrirais sur lui. D'accord, je savais déjà que je l'avais construit, je l'avais bien construit avant et je savais que j'écrirais sur lui, que ce serait lui mon flic en fait. Mais voilà, il m'a fallu beaucoup de réflexion pour arriver à ça. Ok, oui, c'était une de mes questions aussi, c'est-à-dire parce que c'est un truc qui se fait aussi beaucoup dans le polar, de reprendre un personnage récurrent. Alors vous le faites, mais comment dire, vous détournez un petit peu cette règle, puisque donc vous prenez un personnage... alors c'est pour le cas de Cyrus, oui, c'est ça, c'est l'inverse, puisqu'il apparaît dans le premier roman, et c'est un personnage secondaire dans celui-ci, mais voilà. Est-ce que c'est un clin d'œil au lecteur ou est-ce que c'est aussi vous donner une possibilité de faire réapparaître ces personnages, peut-être d'un jour d'envisager que Cyrus ou un autre soit à nouveau le personnage principal d'un autre roman ? Oui, c'est ça en fait. J'ai un petit conflit intérieur parce que j'adore les héros récurrents. En tant que lectrice, je suis complètement fan des séries, on retrouve le même, voilà. Mais en tant qu'autrice, j'ai vraiment besoin, comme j'expliquais tout à l'heure, j'écris des romans à personnages où le personnage il part d'un point A, il arrive à un point B et il a une trajectoire vraiment dynamique en fait dans le roman, il évolue beaucoup. Et ça, c'est difficilement compatible avec le héros récurrent parce que pour moi, si je voulais avoir un héros récurrent, il faudrait que je lui trouve des axes d'évolution très complexes à chaque fois, donc des révolutions personnelles d'un roman sur l'autre, ce qui n'est pas forcément possible en fait et évident. Donc j'ai développé, et pour satisfaire ce besoin très égoïste qui est d'avoir un peu mes héros récurrents, j'essaie de développer effectivement une espèce d'univers cohérent où les personnages
peuvent réapparaître d'un roman à l'autre dans des postures différentes. Et j'aime l'idée qu'en fait, ils évoluent hors champ, chacun dans leur coin. C'est-à-dire que pour reprendre le personnage de Cyrus, qui donc est le héros du Goût du rouge à lèvres de ma mère, il réapparaît dans Gracie et la Bête. Il s'est passé pas mal de choses en fait entre-temps, qui sont racontées de façon très elliptique dans Gracie et la Bête. Et en fait, on n'aura peut-être jamais exactement le détail de comment il est arrivé d'un roman à l'autre. Mais peu importe, enfin, moi je sais. Moi je sais. Ah, donc il a quand même... Oui, non. Mais voilà, j'aime cette idée d'univers cohérent où effectivement, peut-être qu'un jour, si les circonstances s'y prêtent et si le personnage de Cyrus a matière à évoluer dans un roman de plus, bah, ma foi, pourquoi pas, on pourrait le retrouver... Voilà, à la fois je m'interdis rien et je les laisse en fait évoluer et c'est hyper plaisant. C'est ça que j'aime dans l'écriture en fait, c'est cette liberté complète de créer un petit univers et de les regarder comme ça du dessus. Mais c'est plaisant aussi en tant que lecteur et lectrice parce que et puis parce qu'on a l'impression aussi d'un auteur ou une autrice qui construit une œuvre en fait. Voilà, je trouve il y a une forme de cohérence qui s'installe, etc. Voilà, je trouve ça très agréable d'avoir ce sentiment-là quand on lit plusieurs livres d'un même auteur ou d'une même autrice pour le coup. Merci. Il y a aussi une autre forme de cohérence dans ces trois polars. C'est le choix de personnages principaux qui sont quand même des personnages extrêmement tourmentés. Est-ce que pour vous, c'est parce que ça colle avec le roman noir ? Alors, je pense que c'est parce que j'aime les personnages tourmentés que je me suis tournée vers le roman noir, en fait. C'est plutôt comme ça. C'est-à-dire que j'aime vraiment ça rejoint mon envie d'avoir des personnages qui évoluent beaucoup et qui se remettent en question. C'est-à-dire que je suis vraiment fascinée par la façon dont, alors en particulier nos traumas d'enfance, mais pas que, vont impacter la construction de nos identités adultes en fait, et la façon dont on a tous des casseroles qui sont plus ou moins lourdes. Alors forcément en littérature c'est toujours plus intéressant quand elles sont hyper lourdes parce qu'il y a des choses à dire, mais en fait même sur des choses plus subtiles je suis assez intéressée et pleine d'empathie pour les trajectoires individuelles qu'on a et la façon dont on est façonné par ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que le polar, pour le coup, est vraiment un univers de choix pour ça, quoi. C'est l'éclate. Oui. On peut vraiment torturer nos personnages et personne s'en étonne. Donc et voilà, j'allais dire, et personne s'en étonne, et encore plus, le lecteur est content, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a aussi vos personnages, je trouve qu'ils ont aussi, alors c'est, enfin, il y a quelque chose du rapport au corps aussi, je trouve. Forcément, le premier, Cyrus, il est aveugle, donc ça c'est évident, mais même dans le de Till Aquilina, il a aussi il paraît parfois souvent encombré avec son corps. Et je me demandais, voilà, comment vous travaillez cette matière-là. Je pense que c'est strictement indissociable en fait de l'aspect psychique. Enfin, alors il faut savoir que moi, quand je suis pas kiné, quand je suis pas autrice, je suis kiné. Donc je suis constamment en fait confrontée à des gens qui ont un problème avec leur corps, un problème mécanique pour le coup. Et très souvent, il y a une composante psychique qui est liée, alors soit le problème physique vient impacter la psyché, soit l'inverse, en fait. Et donc pour moi, en fait, c'est une évidence que les deux sont strictement liés. Et donc je me pose même pas la question. C'est-à-dire que c'est effectivement une question qui revient beaucoup et qu'on me pose beaucoup dans effectivement l'aspect assez viscéral même de mon écriture et le rapport au corps. Mais en fait, c'est parce que dans ma conception et dans ma perception de l'individu dans la vraie vie, c'est pas, on peut pas parler de la personnalité ou des traumas de quelqu'un sans parler de son corps et de son rapport à son corps au sens large en fait, effectivement, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très conflictuel, mais en tout cas on est des esprits dans des corps de toute façon. Et pour finir sur comment dire, sur les, enfin non, c'est pas ma dernière question d'ailleurs, mais mais pardon, et c'est peut-être une question un peu futile, mais vous avez quand même choisi pour vos 3 romans des personnages masculins en personnages principaux, et visiblement ce sera le cas du prochain aussi. Est-ce que c'est un choix conscientisé, ou est-ce que c'est juste parce que ce sont les personnages qui vous viennent en tête C'est pas du tout futile comme question, mais c'est hyper compliqué. Je vais essayer d'y répondre. Effectivement, c'est le grand drame de mon agente qui passe sa vie à me demander
quand est-ce que tu nous fais une héroïne? Je dis, je sais pas. En fait, effectivement, alors c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse, si ce n'est que j'ai plus d'affinité créatrice avec les personnages masculins. Et en fait, je réfléchis beaucoup à la question parce que spontanément, je suis venue vers des personnages masculins sans poser de questions. Et tout le monde me pose la question, donc j'ai été forcée de faire un peu d'introspection. Voilà. Et donc, j'ai trouvé 2 réponses. Alors, on pourrait dire que quand il y a plusieurs réponses à une question, c'est que c'est pas les bonnes réponses. Mais j'ai trouvé 2 réponses en tout cas. La première, c'est que j'ai horreur. Enfin, je ne peux pas écrire quelque chose qui va s'approcher de trop près de moi. Okay. Donc, le fait de changer le sexe et le genre de mon personnage déjà permet une mise à distance qui est salutaire parce que j'écris sur des thématiques pour le coup qui sont assez intime et qui renvoie. Enfin, j'écris pas sur ces sujets-là pour rien. Donc, si en plus le personnage me ressemble un peu trop, c'est juste pas possible. Et l'autre question, c'est que je suis un peu. Enfin, j'ai découvert sur le tard que ce que je faisais avec mes personnages masculins était quelque chose d'assez féministe au final, puisque je suis dans une approche assez. J'aime disséquer les personnages masculins qui sont déchus de leur masculinité ou de leur virilité. C'est-à-dire qu'ils ont tous, tous mes héros sont atteints dans leur virilité d'une façon ou d'une autre en fait, et c'est une thématique qui est assez inconsciente chez moi, enfin que je commence à conscientiser maintenant, mais qui est assez... J'ai envie que ces personnages-là aient une place dans la littérature, et particulièrement dans la littérature noire, qui est quand même pleine de gros bons hommes, hyper alpha, hyper forts. Voilà. Et en fait, moi, ça me convient pas du tout. Et donc, j'ai toujours des mecs qui se sont pris des grandes tartes dans la figure quand même, et qui sont obligés de remettre en question. Enfin, non, qui sont obligés, non, parce que certains de mes personnages ne le font pas. Mais qui, en tout cas, sont déchus de ce statut-là de mâle dominant, et qui existent quand même, et qui ont le droit d'exister, et que c'est OK. Et ça, pour le coup, c'est un sujet qui me tient à cœur, et je pense que tant que j'aurais pas fini de l'exploiter, en tout cas moi, de faire mon chemin personnel dessus, j'aurais encore des personnages masculins, mais je pense que je n'aurai jamais un gros bonhomme hyper fort et qui fait plein de trucs et qui a jamais aucune faille et qui surtout ne pleure pas. Ça, j'en aurai jamais des comme ça. Mais tant mieux. Alors, j'ai un petit doute parce que je me souviens plus pour 30 grammes et je voulais revérifier, j'ai oublié, mais il me semble que vos 3 romans sont écrits à la première personne. Non. Alors voilà, c'est pas le cas de 30 grammes, c'est ça? Ouais, mais okay. 30 grammes, c'est une expérience assez particulière, oui. Okay. Donc on peut parler de la première personne. Bah voilà, effet, okay. Voilà. Ou de pourquoi vous avez choisi de ne pas l'utiliser dans 30 grammes aussi, mais voilà. Oui, alors moi j'aime écrire à la première personne. Alors je pense que c'est parce que j'aime lire à la première personne. Un de mes auteurs préférés, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est John Connolly, qui a écrit une grande partie, pas tous, mais une grande partie de ses romans à la première personne, avec un enquêteur qui effectivement est très tourmenté. Et je trouve qu'il y a une grâce dans cette écriture-là qui est à la fois assez ironique et assez introspective. Bon voilà, donc j'aime la première personne et donc naturellement j'ai des facilités avec cette première personne, et ce d'autant plus que j'écris. Je suis très fusionnelle avec mon personnage principal. On est vraiment encore une fois sur des trajectoires, et donc c'est un mode de narration qui s'y prête bien. Et effectivement, pour 30 grammes, qui est mon deuxième polar, j'ai décidé d'écrire à la 3e personne et au présent, alors que habituellement, et pour mes autres romans, je suis à la première personne et au passé. Pourquoi ? Parce que, alors, pareil, je me suis posé beaucoup de questions. Donc 30 grammes, pour la faire vite, c'est l'histoire d'un trafiquant d'art qui, au début du roman, réchappe à une tentative d'empoisonnement grâce à une greffe de foie, en fait. Et donc, quand il sort de l'hôpital, il se retrouve pris dans une histoire compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf qu'il est pas en très bonne santé, sa greffe de foie, ça se passe pas très bien. Et donc c'est un roman qui parle justement de la maladie, de l'approche de la mort, entre autres choses, et je me suis rendu compte que j'étais pas capable d'écrire en fusion complète à la première personne sur ces thèmes-là, et qu'en plus j'étais pas capable dans le sens où je pense que ça aurait fait quelque chose de beaucoup trop noir et beaucoup trop lourd et beaucoup trop imbuvable pour n'importe qui. Et donc je me rappelle en avoir discuté avec des amies autrices, et effectivement quand elles m'ont demandé explique-moi pourquoi ce serait compliqué la première personne. Je leur ai dit ça, ils m'ont dit, en fait, oui, prendre du recul. Et la 3e personne permet une petite mise à distance qui, pour moi, a été salutaire dans l'écriture. Et j'ai choisi le présent, alors que j'ai horreur du présent en tant qu'autrice, un peu en tant que lectrice, parce que justement, je voulais qu'on soit
dans l'instant présent, vraiment, dans cette instantanéité, voilà. J'ai détesté écrire à la première personne et au présent. Vraiment, j'ai dit à mon agente, j'ai râlé auprès de mon agente pendant toute l'écriture. Je lui ai dit, mais plus jamais je fais ça. Si un jour je te dis que je refais ça, surtout tu m'assommes. Voilà, donc bon, ça a été compliqué, mais je pense même avec le recul que c'était les choix techniques qu'il fallait pour ce roman-là. Ok. Voilà. Parce que c'était, enfin, comment dire, écrire à la première personne pour le premier. Écrire à la première personne en se mettant dans la peau d'un personnage aveugle, c'est pas non plus évident comme choix, quoi. Mais si, en fait, alors, et justement, c'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit, non, tu vas pas faire ça, c'est une connerie, voilà, non, c'est bon, tu vas écrire sur un aveugle aux États-Unis, machin, non, on arrête. Et sauf qu'en fait, je sais plus du tout avec qui j'en ai discuté juste avant d'écrire, où je réfléchissais au point de vue, et cette personne, je sais plus qui c'était il y a longtemps, m'a dit, non, mais attends, enfin, les choses. Tu les fais à fond ou tu les fais pas. Tu vas écrire une histoire du point de vue d'un aveugle, tu te mets dans sa peau à fond, tu fais au jeu. Sinon, ça n'a aucun intérêt, c'est de la triche. Bon, t'exagères, c'est pas trop de la triche. Puis bon, ça a mouliné et effectivement, je me suis dit, ouais, en fait, il y a un exercice qui est absolument génial et qu'il faut tenter. Et en fait, c'était génial. Vraiment, J'ai adoré écrire. Et puis j'ai adoré me mettre dans la peau de ce personnage-là, donc c'est pour ça qu'il n'est pas exclu qu'un jour il revienne. Ok, sur le devant de la scène. On verra. Bon, on va quand même rentrer un peu dans le vif du sujet de Graciella Bête. Alors, déjà, on peut peut-être commencer par. Est-ce que vous pouvez présenter le roman ? Enfin, voilà, en faire un rapide résumé, on va dire, parce que j'imagine bien qu'il y a des gens dans la salle qui ne l'ont pas encore lu. Graciella Bête, ça raconte l'histoire de Till, qui est un éducateur spécialisé en foyer d'accueil d'urgence pour mineurs. Et donc, il est au bout du rouleau, il est en plein divorce, il est épuisé parce que c'est un milieu qui épuise ses travailleurs. Et un soir, en fait, il pète un plomb, il va lever la main sur une des ados dont il s'occupe. Et il est sidéré par ce qu'il a fait, il s'enfuit. La gamine s'enfuit aussi, mais pas dans la même direction, et elle va se faire percuter par une voiture et se retrouver dans le coma par sa faute. Et donc, il est rongé par la culpabilité. Et donc, tous les jours, il va aller attendre devant la porte du service de réa où elle est, puisqu'il n'a pas le droit d'entrer, bien évidemment, vu ce qu'il a fait, et il attend. Et un jour, il apprend en fait que quand elle a fugué, cet ado partait retrouver sa mère. Sauf que sa mère est présumée morte, assassinée depuis plus d'1 an. Elle est disparue, personne n'a de nouvelles. Et donc là, il se dit, bon, peut-être qu'en fait, elle n'est pas morte. Et peut-être que si je la ramène à sa fille, elle se réveillera du coma. Il y a une forme de prière un peu infantile derrière ça, où il se dit, voilà, je vais faire ça pour essayer de me pardonner. Et voilà, il est vraiment mu par la culpabilité. Et donc, il va s'acoquiner avec un flic un peu borderline, qui est un ancien enfant placé. Et tous les deux, ils vont essayer de retrouver cette femme qui, a priori, est présumée morte, mais on ne sait pas. Voilà. Parfait. Merci. Je ne le fais pas mieux quand je le vends à mes clients. Mais... Merci. Donc ce personnage de Till, moi j'ai beaucoup apprécié ce personnage parce que comme dans les autres romans d'ailleurs, c'est un personnage avec beaucoup de facettes, un personnage très ambigu, qui est pas toujours sympathique, qui est un peu bourru, qui est à la fois attachant. Enfin bref, il a une grande complexité. Comment est-ce qu'il est né, ce personnage-là ? Et donc vous disiez tout à l'heure que finalement c'était le personnage qui guidait l'origine de vos romans, mais là il est indissociable quand même du milieu et de son métier, en tout cas, voilà. Donc quand vous l'avez choisi, est-ce que vous saviez déjà que vous alliez en faire un éducateur, etc. Oui, celui-là effectivement c'est un peu particulier parce que je savais de façon assez confuse que je voulais écrire sur la protection de l'enfance, mais sans savoir comment. Ce personnage-là est né, je me suis dit tiens, il y a quelque chose à faire, et en fait, c'est pour le coup, j'avais envie d'explorer ce que je disais tout à l'heure. Till, c'est vraiment à la fois, c'est vraiment l'archétype. Un peu du flic de polar dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a quand même ce côté, même physiquement, assez bourru, c'est ça. Voilà, pour le coup, il n'a pas de problème d'alcool, mais bon, il a d'autres problèmes. Et je voulais un petit peu twister ce personnage-là, en faire un personnage qui
qui n'était pas un flic. Donc, je me suis dit, j'ai envie de parler de l'aide sociale à l'enfance, donc on va en faire un éducateur. Et voilà. Et il incarne en fait, comme je savais que le personnage donc de Gaëtan Delmas, donc le flic, je l'ai construit pour incarner symboliquement l'enfant de l'aide sociale à l'enfance. Je voulais que Till, qui était donc un peu le côté l'autre face de cette pièce-là, je voulais qu'il incarne le père, donc je l'ai vraiment pensé comme les archétypes du père, du protecteur, dans ce que ça a de positif, mais aussi d'extrêmement négatif et délétère et destructeur, puisque c'est un personnage qui a quand même des petits problèmes de colère et de violence, il faut le dire. Voilà, donc je l'ai construit vraiment dans l'idée de me dire, il faut qu'il ait sa place dans le milieu de l'aide sociale à l'enfance, et je veux explorer l'archétype symbolique du père et du mâle protecteur déchu, un peu. Voilà. Et alors, entre le personnage du flic, justement, qui va revenir dans le prochain roman, et le personnage de Till, c'est lequel, du coup, qui est né en premier dans votre esprit ? Je pense que c'est le flic. Okay. C'est compliqué parce que c'était il y a un moment maintenant, mais je pense que c'est le flic parce qu'il incarne pour le coup des problématiques qui me titillent depuis bien plus longtemps, okay. En fait. Donc je pense que lui, oui. Ok, mais c'est un personnage qui est très intéressant aussi, et pour un personnage secondaire qui est quand même très, assez étoffé, et j'aime bien ce personnage parce qu'il est pas complaisant, quoi. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire quand on l'a lu. Mais... ça, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des. Enfin, moi, il y a eu des scènes où je m'attendais pas du tout à ce qu'il réagisse de cette manière-là, ou ce qu'il soit. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus pas sympa, mais enfin bon, je veux dire, il le malmène quand même un petit peu le personnage principal. Donc voilà. Aussi, ouais. Donc ça, voilà. Ce duo est très réussi parce que justement, il va là où on l'attend pas, je trouve, pour le coup. Voilà. Oui, c'était déjà nécessaire d'un point de vue dramatique, puisque c'est l'antagoniste, celui qui va l'aider, mais par contre c'est un ancien enfant placé qui a des très très grosses casseroles et qui du coup en veut à l'aide sociale à l'enfance et en veut à Till pour ce qu'il a pu faire à Audrey, la jeune fille. Donc effectivement il ne lui pardonne rien. C'est un personnage qui est très en colère aussi, mais d'une façon complètement différente, parce que là où Till c'est le feu, c'est un personnage qui est hyper impulsif, qui est hyper colérique, qui parle avant de réfléchir, vraiment. Gaëtan, le flic, c'est l'eau, c'est un personnage qui va rien dire, qui est très dans la suradaptation tout le temps, qui est très calme, qui est très souriant. Par contre, il en pense pas moins et il est très très en colère, et donc forcément, il fallait pas qu'il laisse quoi que ce soit passer, ouais. Et il incarne aussi effectivement une sorte de justice, de justice morale dans les questionnements qu'il y a dans le roman. C'est vraiment lui qui incarne la moralité presque. En tout cas, c'est un personnage que je suis très curieuse de retrouver à part entière dans un autre roman, parce que voilà, je trouve assez intéressant et intriguant en tout cas. Et alors une autre question, peut-être la futile aussi, mais pourquoi avoir choisi d'appeler ce personnage principal Till, qui est quand même un prénom peu courant? Alors, enfin, peut-être pas dans le Tarn, hein, je sais pas. Non, mais... ouais, non. Ouais, non, alors, c'est rigolo parce qu'on en parlait avec Régis il y a 3 minutes juste avant de commencer. Donc, alors, il n'y a aucune raison digne derrière ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, alors en fait, alors, faut savoir que je nomme, il n'y a jamais de sens profond au nom de mes personnages, okay. Puisque, alors, moi déjà en tant que maman, je n'ai pas très particulier pour les choix symboliques des prénoms. Enfin, okay. Voilà, j'ai appelé ma fille par son prénom parce que je trouvais son prénom très sympa, voilà, okay. Très cool, et qui sonnait bien, donc voilà. Et c'est pareil avec mes personnages, c'est-à-dire que quand je vais nommer mon personnage, je l'ai dans la tête, il manque plus que le prénom, et je vais vraiment faire défiler des prénoms avec le personnage, je vais me dire, tiens, ça te va bien, ça te va pas bien, ça te va bien, ça te va pas bien. Je vais éviter de choisir un prénom dont j'ai horreur parce que je vais quand même me le farcir pendant 2 ans de travail, donc j'évite. Et donc là, voilà. Et il se trouve que j'aime le rock et le métal, et que le chanteur d'un groupe de métal que j'aime, qui s'appelle Rammstein, si certains connaissent, s'appelle Till, c'est un Allemand. Pour le coup. Et je me dis, tiens, ça sonne super bien pour un gros bonhomme, puisqu'en plus, le chanteur de ce groupe est un gros bonhomme qui fait peur. Donc je me dis, tiens, c'est bien. Voilà, ça sonne bien, machin. Bon, basta, ça a été plié en 5 minutes, là, okay. À faire vraiment. Et donc, du coup, il a quand même fallu, comme c'est un prénom très atypique, c'est pas Gaëtan, quoi. Oui. Pour le coup, c'est quand même un prénom. Ni Audrey. Ni Audrey, voilà.
Il a fallu que je trouve une explication, et donc voilà, dans le bouquin, il est expliqué que les parents de Till, qui sont un peu des hippies New Age, voilà, l'ont appelé comme ça en référence à Till l'Espiègle, qui est donc une figure médiévale. Bon. Mais je me demandais si c'était la vraie explication. Point du tout. Point du tout. On sait désormais que non. Non, voilà. Mais cette explication me convient parfaitement aussi. Voilà. Comment est-ce que vous vous êtes documenté, si on peut utiliser ce terme-là, pour écrire ce roman-là sur ce sujet-là, pour le coup ? J'ai commencé par lire des livres sur le sujet parce que, alors, en fait, à la base, je voulais écrire sur l'aide sociale à l'enfance sans savoir exactement quelle approche j'allais adopter, parce que c'est un sujet qui a été beaucoup traité, pas mal traité dans le polar aussi, et je voulais vraiment trouver un angle qui me parlait, en tout cas qui me parle, voilà, vraiment qui soit suffisamment fort pour que j'ai envie de m'y jeter corps et âme pendant 2 ans. Et je savais pas trop, je me sentais pas particulièrement légitime à écrire du point de vue des enfants, parce que il n'y a pas de raison particulière, j'avais ce sentiment-là. Et j'ai rencontré en fait une dame qui était une de mes patientes et qui travaillait comme puéricultrice et représentante syndicale dans un foyer d'accueil d'urgence, et je connaissais pas du tout ce milieu-là. Et elle venait en fait le soir tard au cabinet, elle venait toujours sur la dernière séance, elle était en burn-out, je la soignais pour son dos, mais en fait on sait tous que il y a certains problèmes de dos qui sont aussi des problèmes de cœur, hein. Et on a beaucoup parlé de son boulot, de la difficulté de son boulot, et en fait c'est là que je me suis mise très très en colère, et que je me suis dit mais comment c'est possible d'infliger ça et à des enfants et aux gens qui travaillent pour eux, enfin qui travaillent pour essayer de faire quelque chose pour eux. Enfin, c'est inadmissible. Et donc là, voilà, j'ai su que j'avais mon angle d'approche, et paradoxalement, ça n'a pas été un roman sur les enfants, mais ça a été un roman sur les éducateurs, en l'occurrence. Et à partir de là, j'ai commencé ma documentation. Donc j'ai lu énormément de bouquins, à la fois sur l'aide sociale à l'enfance et l'échec de l'aide sociale à l'enfance, et sur la souffrance au travail des travailleurs sociaux, et en particulier des éducateurs et des gens qui travaillent dans la protection de l'enfance. J'ai été relue et conseillée par des travailleurs de l'ASE, par cette ex-patiente, qui est mon ex-patiente maintenant, voilà, par différents acteurs du milieu, par une assistante sociale aussi qui m'a relue pour pas que j'écrive trop de bêtises, parce que c'est un milieu auquel je suis complètement étrangère en fait, hein, donc voilà. Oui, que donc, ça peut être un sujet délicat, j'imagine. Alors, pour le coup, c'était... Le parti pris, effectivement, de parler de la souffrance au travail des éducateurs et des conséquences maltraitantes que ça a sur les enfants, c'était quand même assez délicat. Et pour me sentir légitime, j'avais vraiment besoin d'être sûre d'avoir tellement travaillé le sujet que j'ai pu m'en extraire et faire une œuvre romanesque. Et maintenant, si j'ai commis des erreurs, enfin voilà, c'est de mon fait, et j'en suis navrée. Mais en tout cas, je porte le roman sans aucun souci, parce que j'ai fait un énorme travail de doc derrière, quoi. Et alors, il me semble, mais j'ai pas regardé parce que ça, c'est les épreuves sont corrigées, il n'y a pas les remerciements. Mais il me semble que dans les remerciements, vous indiquez que vous avez, une formule d'excuse auprès peut-être de cette ex-patiente, parce que vous n'avez pas réussi à rendre à rendre toute la dureté de ce milieu-là et toute la violence. Ouais, c'était assez compliqué comme situation, parce qu'en fait, donc on a parlé en fait en dehors des soins. Enfin, quand on a eu fini les soins, je suis venue chez cette dame pour lui poser mes questions. On a passé plusieurs heures à discuter. J'avais mon projet de roman, et je lui ai posé toutes mes questions techniques vraiment, et je lui ai demandé de me parler de son boulot et de ses trucs. Et en fait, on discutait, puis au bout d'un moment, j'ai senti qu'il y avait comme un malaise, alors qu'il n'y en avait jamais eu. Et je lui demande, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, et est-ce que tu as un souci avec le fait que j'écrive sur ça, parce que ça pourrait être le cas, clairement elle est en souffrance par rapport à son travail, je m'en empare, voilà. Et elle m'a dit un truc qui m'a fait mal, hein, clairement c'était dur. Elle m'a dit, voilà, j'ai peur que tu minimises ce que je te raconte dans ton roman, et qu'on se rende jamais compte de ce que je vis et de ce que vivent les travailleurs sociaux. Et là j'ai fait, ah ouais, ok. Je lui ai dit, bon, écoute,
voilà, vraiment, je vais faire ce que je peux pour retranscrire la parole avec justesse, puisque c'est quand même pour ça qu'on discute à ce moment. Et en fait, effectivement, j'ai été obligée, déjà moi je me suis censurée et j'ai été obligée de réduire l'intensité de choses qu'elle m'avait racontées parce que c'était juste pas crédible en fait. Enfin, clairement, c'était trop. Et là-dessus, mon éditrice et ma directrice éditoriale qui ont lu le bouquin m'ont fait alléger certains trucs parce que c'était trop. Elles m'ont dit en fait le lecteur va pas y croire. Alors déjà, parce que d'un point de vue purement dramatique au niveau de la gestion narrative, il faut pas qu'il y ait que des trucs horribles tout le temps parce que sinon ça fait un espèce de... c'est une chape de plomb sinon. Quoi. Enfin, ouais, et en fait du coup on s'ennuie parce qu'il n'y a pas de modulation d'intensité. Donc il fallait que les moments intenses soient contenus dans vraiment le cœur de l'histoire et que les anecdotes qu'il y a autour soient un peu plus légères pour permettre cette modulation de l'intensité. Donc ça c'est un argument technique qui est tout à fait recevable. Mais en plus, vraiment, elles m'ont dit on n'y croit pas. Et pourtant, c'était des choses strictement vraies que je n'avais fait que retranscrire en changeant les noms des protagonistes, clairement. Et donc, en fait, ça me fait un peu de peine. Non, ça me fait beaucoup de peine, en fait, pour cette ex-patiente, pour Fanny. Hein, elle est nommée elle est tout à fait d'accord pour que je la nomme. Et de toute façon, elle est nommée dans le bouquin pour Fanny. Parce qu'il y avait vraiment une souffrance quand elle m'a dit ça, en fait. Et je ne pensais pas que son problème, ça pouvait être ça. Donc, bon. Et est-ce qu'elle l'a lu ? Je ne sais pas. Elle l'a eu, je le lui ai envoyé. Mais en tout cas, vous n'en avez pas forcément discuté. On n'en a pas rediscuté. Et voilà, notre relation et la situation dans laquelle elle se trouve à ce moment-là fait que je me permettrai certainement pas d'aller gratter. Voilà, on s'échange de temps en temps des petits messages, mais j'irai pas lui demander. Voilà, elle le lira quand elle sera prête à le lire. Et puis, et s'il faut, en plus, elle l'a lu, elle a trouvé ça nul, et elle ose pas me le dire. Donc, non, mais voilà, donc je vais pas aller. Oui, donc vaut mieux pas poser la question. Voilà. Et alors, tout à l'heure, vous avez évoqué donc le système de protection de l'enfance comme un système qui ne marche pas. Et je me suis interrogée, je me demandais si c'était un système qui ne marchait plus, si ça avait marché à un moment, si ça avait marché différemment, voilà, s'il y avait eu des temps plus fastes, on va dire que... Voilà. Alors, je suis pas sociologue de la protection de l'enfance, donc je vais vous donner une réponse qui est l'aboutissement de ma réflexion sur le sujet. Je ne pense pas que ça ait marché un jour, que ça ait vraiment marché un jour, pour la bonne et simple raison que le problème, il n'est pas que systémique, en fait. C'est-à-dire que oui, le système de la protection de l'enfance, il est merdique, on va dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il est surfinancé, hein. Très clairement, il n'y a pas de problème de financement, mais on est sur de l'administration à la française, avec des dilapidations d'argent, voilà. On est sur des dogmes théoriques sur le lien de l'enfant avec ses parents qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une optique... Alors, a priori, c'est une spécificité franco-française. Hein. De ce que j'ai pu en lire dans les pays anglophones, on n'est pas sur le même dogme, mais là, on est sur un dogme en France où il faut à tout prix maintenir le lien avec les parents, ce qui est pas toujours... Enfin, là, je ne me fais que la porte-parole des éducateurs et des pros. C'est pas toujours la meilleure des solutions quand le parent est absolument incapable de remplir sa fonction et ultra destructeur. Pour l'enfant, la solution n'est pas toujours de replacer systématiquement l'enfant chez ses parents. Enfin, voilà. Il y a des problèmes de dogme, mais bon, je serais bien en peine de donner des solutions toutes faites. Peut-être que ça a mieux marché. Là, a priori, ce que me disait Fanny, en l'occurrence, c'est que depuis le Covid, il y a eu vraiment une augmentation des violences dans les structures, qu'il y a eu vraiment une augmentation des violences intrafamiliales aussi, et donc un besoin de place en structure qui a explosé, et le nombre de places n'a pas explosé. Donc là, vraiment, depuis 5 ans, c'est la cata encore plus qu'avant. Mais là où je pense que c'est pas qu'un problème structurel, en tout cas, c'est l'aboutissement de ma réflexion, c'est qu'on est quand même face à des questions fondamentales qui sont insolubles. C'est-à-dire que le lien aux parents, pour un enfant, c'est quelque chose qui est fondamental dans la construction à la fois de la personnalité et de la cognition. C'est-à-dire qu'un enfant qui a eu des carences affectives ou qui a été maltraité va développer des retards mentaux, des troubles mentaux, des maladies psychiatriques qui sont liées à des problèmes vraiment neurocognitifs. Hein, donc voilà. Et en fait, à partir du moment où le parent est incapable d'assurer à l'enfant une construction neurologique saine,
qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai pas la réponse, en fait, je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne pense pas que couper tout lien avec le parent et placer l'enfant soit une solution, parce que, en fait, ce lien, il a quelque chose de sacré. En fait, on a tous, je pense, de façon presque primitive, le besoin de savoir d'où on vient, et le lien aux parents a quelque chose de, je dis sacré, pas au sens religieux du terme, mais au sens biologique du terme, vraiment. Donc en fait, j'ai pas la solution du tout, et je ne sais pas si la solution existe, et cela pourrait expliquer que le système de la protection de l'enfance ne fonctionnera jamais complètement. En fait. Oui. C'est la conclusion à laquelle j'en suis venue. J'étais bien embêtée d'en arriver à cette conclusion-là d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé dans mon bouquin avoir apporté des belles réponses à la fin. Et en fait, j'en ai pas. Voilà, je ne sais pas. Oui, et c'est un peu ce que raconte le bouquin. C'est cette question du lien aux parents et de ce qu'on en fait quand il est destructeur. Voilà. Et le fait que ce soit très difficile d'enrayer la mécanique quand elle est en marche, parce que c'est un cercle vicieux. C'est c'est pas un spoil, hein, mais donc la jeune fille qui est victime de l'accident de voiture lorsqu'elle fugue, Audrey, qui a été placée, en fait, sa mère elle-même, on l'apprend à la moitié du livre, elle-même subit des violences de la part de ses parents qui sont assez ahurissantes. Enfin voilà. Et donc effectivement, c'est vrai que ça paraît sans fin, quoi. C'est la grande question, et qui pour le coup est beaucoup développée en littérature, hein, du cycle de la violence, d'où ça vient, du cycle de la violence qui ne vient pas de quelque part, puisque par définition, voilà. Mais c'est cette question-là qui s'impose, en fait, dès qu'on s'intéresse un peu au sujet des violences intrafamiliales et des violences faites aux enfants. On se rend compte qu'il y a la plupart du temps pas de manichéisme, c'est-à-dire que les parents, et moi j'ai pu en côtoyer par ailleurs, dans le cadre professionnel de mon activité de kiné et d'autres choses, en fait, les choses sont immensément plus compliquées que juste le parent qui est un gros méchant à qui on enlève son enfant. Voilà. Souvent, effectivement, c'est des parents qui ont eu des carences affectives et qui aiment leurs enfants, profondément. C'est juste qu'ils ont des difficultés à mettre en place une relation stable parce qu'ils sont eux-mêmes absolument pas stables du point de vue de leur personnalité et tout. Et donc, il y a des cercles vicieux. Et même si tous les parents maltraitants n'ont pas été des enfants maltraités, il y a quand même une signifiance, je ne sais pas si le mot existe, statistique sur le sujet, tout comme il y a une grande partie des enfants placés qui vont avoir... ou en tout cas, il y a chez les enfants placés une beaucoup plus grande proportion d'adultes avec des pathologies psychiatriques, d'adultes en situation précaire. Voilà. Il y a quand même des liens statistiques qui font que la question est immensément compliquée, que pour moi, la réponse, elle ne peut être que sociale et dans la prévention. En fait, c'est qu'à partir du moment où on sera capable tous individuellement de se traiter nous-mêmes avec respect et de traiter l'autre et l'enfant qui pour le coup est le maillon le plus fragile et le plus sensible de la société, mais en fait à partir du moment où on n'est déjà pas capable de se traiter sans violence, de traiter nos égos sans violence, et voilà, pour moi il y a quelque chose de l'ordre de la prévention à faire et de l'éducation en fait. Mais alors ça, comment le mettre en place, je pense que j'ai pas la solution non plus, malheureusement. J'aimerais bien, et comme ça demain je me présente aux élections, mais non. Et oui, non, ça alors n'intéressera personne, c'est ça. Ouais, bon, voilà. Il faut peut-être 2-3 autres arguments, quoi. Bon. Voilà, mais... et pourtant, c'est... Oui, non, du sujet, hein. C'est vrai. Il n'a pas brillé par par sa sensibilité à la protection de l'enfance, effectivement. Non. Et alors, ce personnage de Till, il incarne aussi ce dont vous parlez évidemment beaucoup dans ce livre, c'est-à-dire les violences qui sont commises par je sais pas si on peut dire les aidants dans ce genre de profession, enfin bref, voilà, les travailleurs sociaux, voilà, de ceux qui sont censés prendre soin des autres. Est-ce que et alors c'est vrai que ça paraît dans le livre, ça paraît presque inévitable à un moment en fait, cette forme de violence. Est-ce que c'est quelque chose, un constat que vous avez fait lors de vos recherches ? Oui, alors déjà,
Je le constate déjà, moi je suis du coup dans le soin depuis 10 ans, et je le constate déjà dans le soin, et je pense assez bien cerner les mécaniques à l'œuvre dans la maltraitance. Effectivement, c'est jamais la maltraitance envers un malade, c'est la même chose que la maltraitance envers un enfant, c'est la maltraitance envers quelqu'un qui est plus fragile que nous et plus faible et dont on a la charge, et le mot est choisi pour le coup. Et je pense que j'ai eu le temps de voir les mécaniques à l'œuvre, elles viennent jamais de gens qui sont intrinsèquement méchants ou intrinsèquement des connards. Enfin, je veux dire, c'est juste des gens qui sont fatigués pour la plupart. Et dans le milieu de l'aide sociale à l'enfance et en particulier des foyers d'accueil d'urgence, on est dans un milieu qui est éminemment violent. En fait, il faut s'en rendre compte. Et que ce soit dans le soin où on est face à des violences qui vont pas être des violences relationnelles, mais des violences de situation, c'est-à-dire qu'on va être face à des gens qui souffrent, face à des gens qui meurent pour certains, des gens qui sont malades, et c'est extrêmement difficile. Donc on est sur des mécanismes de protection. Dans l'aide sociale à l'enfance et en particulier les foyers d'accueil d'urgence, il faut bien se dire qu'on est face à des gamins qui sont là parce que tous les autres, soit qui sont en danger grave et immédiat, et donc c'est qu'en général, ils ont quand même des traumas qui sont extrêmement lourds et qui vont avoir un impact sur leur façon d'être qui va être énorme, soit, et c'est aussi ça le gros enjeu des placements d'urgence, c'est que c'est des gamins qui sont là parce que tous les autres accueils ont échoué, et donc en fait c'est des gamins qui sont excessivement violents, et donc quand on est en train d'essayer de gérer des gosses, alors en particulier des ados pour le coup, qui sont violents et dont on peut avoir peur, parce que ce qu'on m'a raconté et qui est aussi raconté un peu dans le bouquin, c'est que c'est des gamins qui peuvent sortir un couteau et attaquer l'éducateur. Enfin, c'est déjà arrivé. Voilà, du coup, je pense qu'entre la peur qui est naturelle pour le coup et la violence qu'on reçoit constamment, je ne vois pas comment on peut éviter l'écueil de la violence renvoyée. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que c'est des enfants qui pour certains, ne communiquent que par la violence. Et en fait, en tant qu'éducateur, on a beau être formé à prendre du recul, à être zen, à être diplomate, tout ça. Au bout d'un moment, en fait, il y a quelque chose de très, très émotionnel qui se passe. On n'a pas des cerveaux qui sont faits pour manger du stress relationnel tout le temps. Et donc, au bout d'un moment, quand en plus, on se retrouve dans des situations, dans des conditions de travail qui sont inhumaines, parce que les travailleurs sociaux se retrouvent quand même sur des amplitudes horaires énormes, à enchaîner des nuits, à faire des trucs qui sont quand même pas faciles. C'est pas, ils font pas du 9h-16h, clairement. Voilà, au bout d'un moment, en fait, je ne vois pas comment on peut éviter l'inévitable, quoi. Ça me paraît bien compliqué. Oui. Et là, pour le coup, il y a des choses structurelles qui pourraient, je pense, être mises en place pour éviter ça, à commencer par réduire les amplitudes horaires et les rythmes de travail qui sont quand même compliqués, quoi, à soutenir, je pense. Il y a un autre personnage intéressant dans le roman, c'est le personnage d'Anya. J'aimerais bien, si on peut un peu parler de ce personnage-là, de comment vous l'avez imaginé. Est-ce que vous l'avez imaginé justement en regard avec le personnage de Till? Oui, tout à fait. Donc Anya, elle est pédopsychiatre dans le foyer d'accueil d'urgence dans lequel travaille Till. C'est sa seule amie ou sa meilleure amie, je ne sais pas comment on peut dire. Et en fait, Till vit chez elle depuis qu'il a été mis à la rue par son ex-femme qui en avait marre d'avoir un type stressé et déprimé à la maison. Et Anya, c'est vraiment elle est psy, elle habite dans une maison un peu labyrinthique suspendue à la falaise dans les gorges de l'Aveyron, et elle est anarchiste et représentante syndicale, et c'est un ouragan, quoi. C'est vraiment un ouragan. et c'est le défenseur de Till, vraiment. C'est-à-dire qu'elle va le défendre concrètement, puisqu'elle est sa représentante syndicale, et suite à la faute grave qu'il a commise, il se retrouve en commission disciplinaire, et donc c'est elle qui est chargée de le défendre. Mais en plus, c'est aussi c'est un peu sa psy, et c'est sa confidente, quoi. Et effectivement, le personnage d'Anya a été construite en opposition symbolique à la fois au personnage de Till et au personnage de Gaëtan. C'est-à-dire que les trois forment vraiment des variations autour à la fois des questions morales, si on peut dire, autour de la situation. C'est-à-dire que autant Gaëtan, comme on l'a dit tout à l'heure, le flic est vraiment très réprobateur par rapport à ce qu'a fait Till et a décidé de le tuer symboliquement parce qu'il ne peut pas pardonner, parce que lui se projette dans la figure de l'enfant battu et abusé. Autant Anya, à l'inverse, se positionne
dans le rôle du défenseur, et ce qu'elle n'a de cesse de dire, c'est que ce n'est pas la faute de Till, en fait. Elle lui dit, c'est pas ta faute, c'est le système qui t'a poussé à ça, et on ne pourra éviter que ça se reproduise que en changeant de système. Et toi, pour le coup, il faut que tu reprennes le boulot, parce qu'avec ce qui t'est arrivé, on est sûr que toi, tu referas jamais la moindre erreur. Parce que tu mettras plus jamais les plombs, en fait, vu tout ce qui s'est passé. Et donc, voilà, Anya a été construite, pour le coup, comme l'archétype de la mère symbolique, puisque Till est le père symbolique et Gaëtan est l'enfant symbolique. Et comme on disait, comme l'opposé et de caractère et de conviction des deux autres, pour essayer de faire un ping-pong, parce que je voulais pas donner de réponse toute faite, parce que comme je l'ai dit, je pense, et je n'ai pas de réponse toute faite, et donc je voulais que chaque personnage puisse incarner une conviction sur la problématique centrale du roman, quoi. Alors pour finir, j'aimerais bien juste qu'on parle un petit peu du décor de ce roman, puisque donc là ça se passe dans le Tarn, et c'est le premier des 3 romans qui se passe vraiment dans un décor rural pour le coup. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça a changé en termes d'écriture ? Est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont vous faites évoluer dans vos personnages, dans le paysage, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de descriptions de lieux, de précisions de lieux, etc. Est-ce que ça change aussi dans les interactions des gens entre eux, dans la manière de construire l'intrigue, etc. Alors, oui, je pense que ça a changé des choses parce que... là, en l'occurrence, donc effectivement, l'histoire, le foyer se situe dans le massif de Grésigne, donc qui est un grand massif forestier entre Albi et Montauban où je vis. Et en fait, c'est parce que je suis absolument amoureuse de cette forêt et qu'elle a quelque chose de tellurique, vraiment pour moi. Si vous avez l'occasion d'aller vous promener en forêt de Grésigne, il n'y a pas que des mafieux et des enfants battus, il y a aussi des jolies choses, voilà. Et vraiment, je voulais écrire sur le massif de Grésigne parce que c'est quelque chose de très intime pour moi. C'est vraiment un lieu dans lequel je me sens bien, et c'est, je vais dire, voilà, j'ai découvert cet endroit en 2016 quand j'ai fait une formation équestre là-bas, et j'en suis tombée amoureuse, et voilà, c'est la première fois que je tombais vraiment amoureuse d'un lieu. Donc voilà, je me suis dit, tu vas écrire un roman là-dessus. Et en fait, c'est très facile, je trouve, de se servir d'un lieu naturel comme ça, dans un roman, d'en faire une arène symbolique. Vraiment, voilà, la forêt, c'est dans l'imaginaire populaire, ça évoque toujours plein de choses, donc c'est facile en fait d'en faire un lieu qui est presque vivant. Et c'était un peu mon envie. J'avais vraiment envie que ça devienne un personnage à part, et d'écrire sur cette forêt-là et sur le microcosme social qui y vit, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui me paraissait intéressant et qui a été assez peu développé dans le polar, en tout cas français, ou en tout cas moi j'ai pas en tout cas lu beaucoup de bouquins qui se passaient, qui parlaient de la ruralité de cette façon-là, qui est finalement une façon assez urbaine d'en parler, je dirais presque. Je sais pas si c'est pas très clair ce que je raconte, mais si, parce que en tout cas moi c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, une mode qui est un peu passée, mais du rural noir, oui. Voilà. Et en fait, c'était pas du tout effectivement la même manière d'explorer la ruralité et la nature. Ouais. En fait, c'était très lié à la nature et aux éléments, voilà, avec beaucoup de descriptions, beaucoup d'intensité là-dedans, dans les paysages. Et effectivement, donc fait d'une manière totalement différente pour moi, en effet. Voilà, mais je saurais pas expliquer vraiment. C'est quelque chose d'assez intuitif, mais parce qu'effectivement, je suis plus une lectrice de polar urbain et de cette façon de faire évoluer un microcosme social dans une ville. Et je suis beaucoup moins sensible à l'esthétique un peu rural noir, comme on pourrait dire. Mais j'avais quand même envie d'écrire sur la forêt. Donc, oui. Voilà. Alors moi je vais m'arrêter là pour mes questions à moi, mais merci. Mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont envie de poser une question ? Alors les 3 romans commencent quand même. Alors j'ai plus suffisamment en tête pour savoir si systématiquement c'est la première scène, le premier chapitre qui met une claque, mais en fait on commence. Ouais, autant il y a certains romans noirs qui partent d'une situation et on sent que ça va aller vers le meurtre, je sais pas quoi. Autant les tiens, ça commence par ça, quoi. On commence par la catastrophe, parce que le début du premier, il est quand même assez...
oups, on est 30 grammes aussi. Et là, en fait, ça décrit pas ce qui s'est passé, mais quand même, on part de la situation déjà. En fait, on est en train de tomber. Donc c'est quelque chose que tu fais conscient. Est-ce que c'est la scène qui t'arrive en premier ou comment ça se passe la construction ? Alors c'est pas du tout la scène qui m'arrive en premier. En fait, quand j'ai écrit Le goût du rouge à lèvres de ma mère, j'étais vraiment dans une optique de publication. Sauf que je n'avais aucun contact nulle part. Et donc, je me suis un peu renseignée sur comment on fait pour être signé par un éditeur. Et voilà, dans les conseils qui revenaient, quand on est un auteur qui vient de nulle part, c'était soigner votre première phrase, votre première page, votre premier chapitre, quoi. Parce qu'en gros, c'est ce que le comité de lecture va regarder. Et si en 5 lignes, il n'est pas conquis, de toute façon, il fout le manuscrit à la poubelle. Et même si les 400 pages qui restent, elles sont géniales, si la première page, elle n'est pas bonne. Voilà. Donc, j'avais mis un enjeu là-dessus, et en fait, cette première scène du goût du rouge à lèvres de ma mère est venue au milieu de la rédaction à peu près. En fait, ça a été une espèce d'épiphanie créative où je me suis levée un matin, je dis c'est bon, je sais ce que ça va être ma première phrase, je l'ai écrite, je sais ce que ça va être ma première page, je l'ai écrite, et elle est restée quasiment intouchée. Okay. Et en fait, quand j'ai signé avec mon agente m'a dit bon. Alors en fait, à la base, elle m'a dit voilà, moi je signe pas des premiers romans. Je lui ai dit mais donc envoyez-moi votre premier roman qui était mon roman jeunesse. Et s'il me plaît, on verra ce qu'on fait. Et je lui ai dit non, je vous envoie pas mon premier roman jeunesse parce que je sais pas, j'en suis pas complètement fière. Voilà, pour moi c'est une œuvre de jeunesse et machin. Donc je préfère vous envoyer celui pour lequel je veux que vous me représentiez. Et elle m'a dit ok, et après elle est revenue vers moi quelques temps après, elle m'a dit bon voilà, pour ne rien vous cacher, votre mail de prise de contact était pas brillant, mais par contre votre première page elle était brillante, donc on y va. Ok, très bien. D'où l'intérêt de soigner son mail aussi, hein, si jamais, voilà. Et donc elle m'a dit voilà, clairement il y a quelque chose dans pour moi j'ai lu les 5 premières lignes et je savais qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Alors je la cite, hein, j'évite de, voilà, je la cite. C'est pas moi qui fais ça. Et mon éditrice, donc mon agente ensuite a proposé le roman à mon éditrice de l'époque, qui m'a dit la même chose, qui m'a dit voilà, j'ai lu la première page et c'est elle qui m'a permis, qui m'a fait signer le bouquin, et j'étais sûre en fait, j'avais même pas lu la suite du bouquin, je savais que je le voulais. Et donc là je lui ai dit mais attends, explique-moi un petit peu mieux ce qui se passe. Et donc c'est elle qui m'a dit clairement que beaucoup de choses se jouaient sur la première page. Et en fait j'ai trouvé ça assez rigolo comme challenge. Donc naturellement sur le deuxième roman, j'ai dit bon, on va réessayer de faire un truc un peu qui attrape le lecteur, voilà. Et en fait c'est devenu une sorte de contrat avec moi-même. Et je trouve ça assez vertueux comme contrat, c'est que j'essaie de faire en sorte que ma première phrase soit un condensé de ce que contient le roman. Alors ça veut dire beaucoup de choses ça, mais un condensé à la fois symbolique et thématique de ce que contient le roman, et que ma première scène soit aussi un condensé thématique et symbolique et du ton de ce que contient le roman, de sorte à ce que quand le lecteur va ouvrir le bouquin, le lecteur qui ne me connaît pas va ouvrir le bouquin, en 30 secondes, il sait où je l'amène et du coup, il est libre de lire le bouquin ou de le poser parce que ça lui va pas. Mais vraiment, mon truc, c'est de dire, voilà, moi, je t'emmène là. Si t'es OK, bah, tu viens. Et si t'es pas OK, tu viens pas. Et c'est vraiment un petit plaisir personnel quand j'écris de me dire, est-ce que ma première phrase et ma première scène remplissent ces conditions-là, et donc, elles viennent jamais en premier. Parce que moi-même, quand je commence à écrire, je ne sais jamais exactement où je vais arriver à la fin. Et en fait, en général, ça se débloque vers la moitié ou les 3/4 du roman où, ça y est, j'ai mon idée de première scène et je la déroule. Et voilà, c'est bon. Et merci, parce que c'était une de mes questions, mais en fait, j'avais oublié de prendre les 2 poches, et donc je me suis dit bah non, et je voulais lire les 3 premières phrases en fait, et je me suis dit bon bah tant pis, j'irai les chercher à la fin, puis j'ai oublié, donc voilà. Si alors voilà, parfait, parce qu'elles sont effectivement, je trouve, très emblématiques, et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'arriver au milieu d'une situation en fait, voilà, c'est. Ouais, non, et pas terrible, il y a toujours un lien avec la mort d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, bref, ouais. Effectivement, oui, c'est ça. Alors, est-ce que si tu les as en tête je pense que je les ai en tête. Donc, le goût du rouge à lèvres de ma mère, la première phrase, c'est « Ma première cigarette avait le parfum des intestins qui se vident et le goût du rouge à lèvres de ma mère. »
30 grammes, la première phrase, c'est Yannick Gallard a 32 ans et demi, il est en train de mourir et tout va très bien. Voilà. Et la troisième, c'est... celle-là, je l'ai sous le coude si jamais. Ouais, je vais essayer parce que je crois que je l'ai. Tac. Un truc du style, alors que je roulais vers une mort certaine, sans savoir cependant celle de qui ou de quoi, je pensais à mes parents. C'est tout à fait ça. C'est ça? Oui. Bravo. On dirait que je l'ai écrite. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, c'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire. Puisque je suis venue, je vous connais pas, je n'ai lu aucun de vos livres. Ce qui m'a intéressé, c'est que vous étiez du Tarn, dans ce que j'ai compris. Oui. Pourquoi pas? C'est un très bon argument. Oui, tout à fait. Et là, deuxième et première chose, en fait, c'est la protection de l'enfance. Puisque j'ai passé ma vie professionnelle dans les parages, c'est-à-dire la protection judiciaire de la jeunesse. C'est encore un autre parage. Et que ça m'intéressait de voir quelqu'un que je pensais éducateur ou éducatrice, bon, non, c'est pas grave, et que j'ai particulièrement apprécié la façon dont vous venez de dérouler à la fois l'histoire et surtout votre histoire dans l'écriture. Et que c'est Merci. Pour avoir entendu des gens qui viennent présenter des livres ici, j'ai apprécié d'entendre votre travail d'élaboration, vos hésitations, vos errements, et puis un résultat, semble-t-il, qui me donne envie de le lire. Donc c'était plutôt ça qu'une question. Merci infiniment, merci. C'est très précieux comme retour, donc merci. Et ça me permet de rebondir juste sur un petit truc une remarque qu'on me fait souvent, effectivement, qui est de me dire... oui, t'es pas éducatrice ou t'es pas aveugle en l'occurrence, ou t'es pas, tu connais rien à l'art, ce qui est pas totalement faux. Et c'est vrai que ce que je trouve, ce qui est le super pouvoir des auteurs, et en tout cas que moi j'aime bien cultiver en tant qu'autrice, c'est la capacité à me mettre à la place de n'importe qui et le droit de me mettre à la place de n'importe qui. Mon devoir étant de le faire du mieux que je peux et de le faire bien. Du coup, donc j'essaye vraiment de le faire bien et du coup merci parce que c'est toujours hyper gratifiant de s'entendre dire que je pensais que peut-être vous étiez éducatrice quoi, non, donc merci. Je cultive mon pouvoir d'autrice. On va clôturer ici, sauf s'il y a une dernière question. Ça n'a pas l'air. Merci beaucoup. En tout cas à tous, merci beaucoup. C'était l'autrice Gabrielle Massa à la librairie Ombre Blanche vendredi 25 avril 2025 autour de la publication au masque de son roman Gracier la Bête, rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.